Bonjour à tous. Et merci d'être venus aussi nombreux. J'avoue que je suis très très contente et un peu angoissée, un peu le trac là, tout à coup. Donc soyez sympas et bienveillants. Moi, je suis content de retrouver plein de têtes hier soir, c'est cool. Ouais, vous nous avez peut-être bar. vus au bar à Rome, effectivement. On a œuvré pour que votre soirée se passe bien. On a tout fait pour que l'atelier ait lieu à 14h et pas à 9h. Aussi, effectivement. Le sujet vous a interpellé, j'imagine. Nous, on travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois maintenant. Et on va vous expliquer comment on en est venu à parler d'obsolescence programmée et comment, quelle perspective on peut avoir dans le digital et plus particulièrement dans le monde du e-tourisme. On est parti ? C'est parti. Allez, go. Donc, on va peut-être se présenter. Bienvenue, Stéphane, Bonjour. Aurore. Je suis Frédéric. Je travaille donc chez Iris Interactive et je suis accompagnée de Sébastien et je travaille également chez Iris Interactive. Alors, on va repositionner la problématique qui était finalement... Alors, attendez, je vais juste... Que les destinations touristiques merci. Remettent en jeu en fait régulièrement des budgets assez conséquents. On en parlera évidemment de la problématique budgétaire tous les, on va dire 3, 4, 5 ans, plutôt 5 ans en moyenne. Ça, c'est un premier élément important. Point, effectivement. On constate également qu'on a une rigueur budgétaire au niveau des collectivités qui baissent de manière drastique leur budget d'investissement d'année en année. Et ça, vous le subissez vous-même sur vos budgets de fonctionnement. Et puis, troisième point, c'est qu'on nous demande et on se doit avoir un engagement plus éco-responsable. Donc, fort de ce constat-là, on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les 5 ans dans la refonte d'une plateforme digitale ou d'un site de destination. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir autrement et à peut-être une autre manière de travailler, d'imaginer nos stratégies, tout en satisfaisant finalement le besoin utilisateur qui, lui, est toujours présent et voilà. Donc, c'est la problématique de départ. Et si on détaille de manière un peu plus précise ce qu'est l'obsolescence programmée. Donc l'obsolescence programmée, en fait, ça définit donc l'ensemble des techniques par lesquelles en fait un metteur sur le marché vise en fait délibérément à réduire entre guillemets la durée de vie du produit. Donc clairement, quand on parle d'obsolescence programmée, on a tout de suite en tête toute la partie, tout le secteur en fait industriel qui a beaucoup joué là-dessus il y a quelques années. Typiquement, mon frigo, ma machine à laver, où on m'explique gentiment aujourd'hui que on fera des efforts et on fera en sorte que les pièces, c'est promis pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sera en capacité de vous les fournir. Donc c'est-à-dire qu'on peut théoriquement remplacer ou en tout cas réparer le produit sur une durée qui va être en gros de 5 ans. Donc c'est assez court. Si on pense notamment, Apple pour pas les citer, leur iPhone, sur les premières versions entre guillemets, c'était interdit de pouvoir l'ouvrir. Si on l'ouvrait, c'était leur cheval de bataille entre guillemets. Même encore aujourd'hui, si on veut changer la batterie, faut s'armer de patience, faut aller voir un spécialiste entre guillemets qui pourra l'ouvrir le téléphone. Il faut des outils particuliers. Donc voilà, il y a toute cette procédure entre guillemets qui est complexe et qui incite finalement peu à réparer le produit, mais plutôt qui pousse à consommer davantage et plutôt à jeter, ou on parlait de recycler aujourd'hui, mais en tout cas à changer le produit pour en acheter un neuf et éviter en tout cas de pouvoir le réparer. En tout cas, l'obsolescence programmée, elle est essentiellement connue dans le secteur industriel, comme vient de l'expliquer Sébastien, mais dans le cadre de notre atelier, elle n'est pas volontairement programmée par l'agence. Voilà, on l'a subie, vous la subissez, et elle est induite
par plusieurs facteurs qu'on va voir ensemble, mais sachez qu'on n'est pas là pour mettre fin à la durée de vie de vos sites de destination. Donc elle est induite par plusieurs facteurs, et le premier, c'est la R&D. Le manque de R&D, effectivement. Donc là, on est plutôt côté agence. Donc là, c'est plutôt, on va dire, des agences qui vont pas faire l'effort, entre guillemets, d'innover, ou qui vont plutôt se contenter de copier ce que font les autres. C'est toujours plus facile, évidemment, de copier plutôt que d'inventer, d'innover ou d'essayer de faire les choses différemment. Donc évidemment, on ne cite personne, hein, forcément, dans le domaine du tourisme, on fait les choses bien, là, on parle de manière générique et générale, forcément. Après, parfois, les agences ne peuvent pas innover parce qu'elles manquent aussi d'assises financières permettant d'innover. Hein. La R&D, ça coûte particulièrement cher pour une agence, il faut le savoir. Deuxième facteur, c'est l'investissement. Donc là, c'est clairement le manque d'investissement de la part des destinations touristiques. 9 fois sur 10, ce qui se passe, c'est que la destination va mettre le paquet, en gros, sur l'investissement de départ, sur la première année, pour refaire, entre guillemets, le projet. Donc c'est l'investissement de départ. Ils vont penser, enfin la destination va penser à avoir un budget de fonctionnement pour les 3, 4, 5 années à venir, mais rarement pour investir dans des nouvelles fonctionnalités, voire même dans des montées en version. Par exemple, s'il y a une nouvelle version assez conséquente qui est sortie côté CMS, par exemple. Troisième élément important, effectivement, ce sont les services tiers. Services tiers, c'est quoi? C'est typiquement WordPress qui va faire une nouvelle version, montée en gamme, par exemple, de Gutenberg, qui chamboule un petit peu l'interface d'édition. Forcément, mon site internet, si j'ai pas Gutenberg, si je dois le migrer sur Gutenberg, c'est compliqué, entre guillemets, donc c'est du temps y passer. Et hop, comme j'ai pas prévu l'investissement au départ, voilà, ça devient un frein. Ça va être le navigateur qui va changer de version. Chrome qui se met à jour quasiment tous les 15 jours ou un mois, grand max. Ils nous sortent 1, 2, 3 versions différentes. Alors, pour corriger des bugs, et puis parfois, c'est une grosse montée en version qui implique peut-être que mon site risque d'être buggé. Donc, ça veut dire que derrière, c'est pareil. C'est l'obsolescence, entre guillemets, de mon site internet. Ça peut être tout type de système d'exploitation. Ça peut être iOS qui fait sa version 15 d'iOS et puis qui va nous sortir que, pouf, avec Safari version je ne sais combien. Pareil, même principe, on a une évolution entre guillemets et qui fait qu'encore une fois, mon site internet va être périmé de manière plus rapide que prévu. Mais de la même manière, un système d'information touristique qui va mettre en place un nouveau module, un nouveau champ, ça nécessite une intervention sur le site et si vous ne le faites pas, le site peut présenter des instabilités. Ouais. Autre exemple qu'on a tous en tête, c'est le site en flash. Si vous aviez un site en flash il y a 10-15 ans, vous étiez super fiers de vous et il y avait de quoi, parce que ça brillait, ça claquait, c'était chouette. Après, on a fait des petites animations pour pas avoir le site en full flash parce qu'en termes de référencement, c'était pas bon. Et puis aujourd'hui, même si le flash n'existe plus, on a quand même dans 80% des cahiers des charges, peut-être plus, la mention de pas de flash, même si techniquement c'est compliqué aujourd'hui d'en faire, c'est quand même mentionné. Mais c'est aussi pour vous montrer que finalement la techno, là aussi, a évolué et celui en gros qui a son site, même si aujourd'hui c'est très vieux, mais qui a son site en flash, c'est plus un handicap qu'autre chose. Voilà. Encore une fois, les technologies évoluent là aussi et donc ça nécessite systématiquement parfois de refaire, parfois d'adapter son site internet. L'UX, effectivement. L'UX, là c'est pareil, ça évolue. On a des changements côté utilisateur, côté client. Aujourd'hui, clairement, un site internet se doit d'être une longue page à faire défiler, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est pratique de faire défiler, que ce soit avec la molette de la souris ou encore mieux sur mon outil tactile, téléphone ou tablette, je peux faire défiler le contenu, c'est hyper pratique, hyper agréable, 10 fois plus fluide que de charger 4-5 pages différentes pour m'afficher la même information. Et là c'est pareil, il y a quelques années c'était l'inverse. Une page qui dépassait en gros l'écran, on dit ah grand Dieu, il faut pas, tout ce qui est sous la barre, on le voit pas, c'est caché, donc c'est pas bien. Il faut tout afficher au premier écran et surtout il faut pas qu'on défile ou très peu, etc. Même principe pour la règle des 3 clics. Quelques années on disait c'est 3 clics maxi pour pousser l'information, pour pousser le service ou l'objectif. Aujourd'hui on se rend compte que si on a envie de cliquer, on va cliquer, qu'il y en ait 3, 4, 5, 6, peu importe. Ce qui m'intéresse c'est le contenu. Si je suis accroché par le contenu, je vais rester sur le site. Donc encore une fois c'est tout ça pour montrer que il y a beaucoup d'évolutions qu'on subit parfois ou tout simplement c'est les tendances, les mœurs entre guillemets qui font qu'on va être habitué à de nouvelles manières. Des nouveaux standards que
qui nous amène par exemple les réseaux sociaux, effectivement. Notre ami Google. Oui, ou ennemi, ça dépend. Ouais, en tout cas, il nous fait beaucoup de misère, que ce soit en termes techniques ou modèle économique. Lui, c'est pareil. Il met à jour son algorithme une fois par an. Une fois par an, il fait la pluie et le beau temps. Et forcément, nous, on a tout intérêt en tant qu'agence web, mais pour vous, en tant que destination, vous avez tout intérêt à ce que votre contenu soit visible parmi les premiers résultats dans la liste du moteur de recherche. Et là, c'est pareil, il fait, comme je disais, la pluie et le beau temps. Le meilleur exemple, c'est la balise des mots-clés, la balise Keywords. Qui c'est qui l'a saisie sur son site? Voilà. Donc, en fait, on a une personne, merci. On a, en fait, cette balise-là, aujourd'hui, elle n'est pas lue par Google, donc forcément, personne ne fait l'effort de la renseigner. C'est vrai que c'est très pénible de renseigner plein de mots-clés sur chaque page, les différents, etc. Donc, c'est un travail fastidieux que, évidemment, on s'évite de tous faire. Pour autant, c'est simplement Google qui a décrété qu'il ne les lisait pas. Il y a d'autres moteurs de recherche, Yandex notamment, si vous êtes plutôt sur le marché russe. Yandex, eux, en termes de référencement, les mots-clés, ils adorent ça, ils les référencent. Donc, c'est encore une fois pour montrer que finalement, là aussi, si Google demain dit pouf pouf, la balise Keywords, les gars, c'est hyper important, maintenant on va les indexer, du jour au lendemain, vous allez vous taper tous les mots-clés sur chaque page à devoir les intégrer, les référencer, etc. On sera là, vous inquiétez pas. Autre évolution, c'est pareil, c'est tout ce qui est matériel. Donc les matériels, ça va être le matériel qui va être obsolescent, comme je disais tout à l'heure, le nouvel iPhone. J'ai vu une caricature qui était rigolote, c'est quelqu'un qui a son téléphone en fait dans la main, le téléphone il explose, il dit « Ah tiens, il y a un nouvel iPhone qui est sorti ». C'est un peu le principe, encore une fois, de l'obsolescence. Donc il y a effectivement le matériel qui évolue, et à l'inverse, on a aussi les nouveaux matériels qui vont arriver. Aujourd'hui, on est tous habitués à avoir une tablette, un téléphone, éventuellement un site web, une montre, un ordinateur, etc. Si demain on nous sort un nouveau support, il faudra là aussi que vos différents outils de communication soient adaptés sur ce futur support. Que ça soit une phablette, que ça soit une tablette, je ne sais quoi, un écran pliable, pourquoi pas. Demain, on aura forcément l'outil qui devra être, enfin le service en tout cas, qui devra être adapté à ce nouveau support. Le besoin de nouveauté. Ça, le besoin de nouveauté, on l'a tous. C'est qu'est-ce qu'il y a de rien de plus chiant d'avoir son site internet où il y a les mêmes fonctionnalités dont on est habitué. On a fait le tour, on ne sait plus trop quoi faire, comment mettre son contenu en avant. Et donc ce besoin de nouveauté là aussi, il est super important, que ce soit pour pousser ses textes, ses photos, ses vidéos. Cette nouveauté, c'est aussi le côté un peu motivation entre guillemets en interne. C'est toujours sympa d'avoir un outil nouveau plutôt qu'avoir son vieux CMS, sinon quand encore du Drupal, du ZPublish, etc. Enfin, c'est voilà, au typo 3. Voilà, j'en vois qui pleurent. On a des mouchoirs si vous voulez. Mais voilà, effectivement, c'est ce besoin de nouveauté, quelque part, il est là aussi induit par les différentes plateformes qui évoluent, et forcément, ça donne envie, quelque part, de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces nouveautés. Fortement lié aux nouveautés, et puis j'en aurai fini là, ce sera le dernier point, ce sont les tendances. Les tendances, là, on est clairement sur le côté mode. Le site internet se doit de respecter, entre guillemets, les tendances actuelles, les grandes modes. On dit souvent qu'un site internet, au bout de 4-5 ans, il est vieillissant, tout simplement parce qu'il a vieilli. Effectivement, les codes, couleurs, l'univers graphique, le design, etc., vieillit assez rapidement. Et là, c'est pareil, il y a tout un tas de modes qui évoluent chaque année et qui font que là aussi, notre site internet nous semble vieillissant, en tout cas à l'œil, il est moins agréable à regarder. Et c'est là où on prend la décision de tout mettre à la poubelle et de tout recommencer. C'est ça. Exactement. Et on recommence un nouveau site. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le domaine, le secteur dans lequel on travaille, le domaine du tourisme, on se doit quand même de séduire l'internaute, donc d'avoir forcément une interface qui soit belle, qui soit jolie à regarder et qui soit plaisante. Forcément, si mon site internet il est vieillissant, j'ai une vitrine qui ne fait pas du tout le côté waouh, qui fait plutôt fuir l'internaute et qui ne donne pas du tout envie de se projeter sur la destination ou de venir la consommer ou venir la voir directement sur place. Alors, pourquoi et comment certains secteurs d'activité ont réussi ce pari et quelles sont les solutions à notre portée pour sortir de ce schéma où on remet tout à la poubelle et où on recommence? Alors attention, il y a un gros mot. Vas-y. Ah bon? Je m'en souviens pas. Oui, la servicialisation de l'économie. Ouais, alors c'est le moment c'est un peu compliqué
de la présentation. Mais ça, c'est le mot à retenir pour ce soir, Ouais. papa, maman, les enfants et tout, chérie, c'est bien. Alors, on imagine, enfin, on pense que la servicialisation de l'économie peut être une réponse à ça. On connaît tous de fortes mutations depuis une vingtaine d'années. Le postulat de départ, c'est que nous continuerons à faire de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, mais nos clients n'achèteront plus nos produits, ils s'abonneront à nos services. Et tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs, que ce soit dans le pays industrialisés ou comme sur des pays émergents, tous les secteurs de l'économie sont concernés et dans ce contexte supportent de fortes mutations économiques, sociétales, technologiques, et ce depuis une vingtaine d'années. Donc nous sommes déjà passés de l'ère industrielle à l'ère du service. Alors, ce qui guide notre consommation finalement au quotidien, les habitudes de consommation qui ont fortement changé. Alors, c'est des termes qui vont vous parler. On commence peut-être, Sébastien, par la simplicité. C'est ça. En fait, effectivement, ce sont des profondes mutations finalement dans la manière de consommer au quotidien. La simplicité, en fait, elle est illustrée de manière très simple, je dirais. Prenez par exemple le magasin Ikea qui a inventé entre guillemets un concept de je fais le tour du magasin, je suis sûr de passer partout dans tous les rayons entre guillemets et surtout on met en scène tous les produits. Ça, à partir du moment où on a inventé ce genre de magasin, il y en a plusieurs qui ont calqué après derrière. Forcément, quand vous regardez Ikea, quand vous regardez But ou Conforama qui étaient, on va dire, positionnés sur ok, en termes de qualité, c'est pas la même chose. Mais en termes de produits, on est sur de l'ameublement, on est sur des accessoires, etc. La particularité, c'est qu'avec Ikea, on a 68% des achats qui sont des achats impulsifs. C'est-à-dire que j'en ai pas besoin, je suis pas venu pour ça. Par contre, je passe devant et ça m'intéresse. Et du coup, je le prends et je passe à la caisse. C'est pour ça qu'il y a plein de monde après la caisse. Si on regarde dans le domaine du web, la simplicité, elle s'illustre pour moi, il y a 2 exemples. Alors, Amazon, on en parlera, j'en parlerai souvent. Oui, beaucoup. Et trop. Et où ces discounts, en fait, si vous prenez ces e-commerçants-là, leur site internet, il y a 10, 15 ans ou aujourd'hui, en gros, ce sont les mêmes. Alors bien sûr, le graphisme a un peu changé, mais ces discounts, c'est toujours une page d'accueil avec une barre de recherche, hyper important, et dessus, mais c'est blindé de pubs de partout, ça clignote dans tous les sens, c'est monstrueux. Ils n'ont jamais changé, ils sont toujours partis du principe que plus on pousse de produits auprès du client, plus il y a des chances pour que potentiellement, il n'y avait pas pensé, mais il va peut-être l'acheter. Donc en gros, ils partent vraiment là-dessus. On est un peu sur le principe du Ikea où je passe devant tous les rayons et potentiellement je vais acheter tel ou tel produit. Amazon, c'est un peu le même principe. Ce qui est important là derrière, c'est que leur site, en gros, il est simple. Il peut sembler fouillis, mais il est simple dans la mesure où j'ai un moteur de recherche qui me permet de rechercher ce que je veux. Et ensuite, après, on va me proposer d'autres suggestions qui vont correspondre soit à la même catégorie de produits, soit des produits qui vont être complémentaires. L'autre facteur, ça va être l'immédiateté. L'immédiateté, on est tous hyper impatients, peut-être certains plus que d'autres. Cette impatience, en fait, elle se traduit là aussi chez Amazon. Il y a quelques années, ils ont lancé les livraisons en 24 heures. Moyennant un abonnement, etc. Ok. Cette livraison en 24 heures, aujourd'hui, c'est devenu un standard. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vous avez tous les e-commerçants qui s'y mettent, et celui qui ne s'y met pas et qui fait une livraison en une semaine comme avant, du coup, en termes de business, forcément, il a pris un peu de plomb dans l'aile. Donc aujourd'hui, vous avez tout le monde qui fait effectivement des livraisons en 24 heures. Alors, avec parfois un abonnement, parfois le ticket d'entrée qui peut être assez élevé côté frais de livraison, c'est vrai. Mais ça n'empêche que côté client, on nous a habitués à ce qu'on puisse être livré rapidement. L'immédiateté, c'est aussi tout ce qui est chat, tout ce qui est Messenger, tout ce qui est WhatsApp. C'est le fait de pouvoir discuter, échanger avec une plateforme, avec une entreprise, avec une destination, ou le fait qu'encore une fois, je m'attends à avoir la réponse du tac au tac. Je claque des doigts et j'ai la réponse aussitôt. Autre facteur, c'est la qualité. On veut tous de la qualité au détriment du low cost. Des produits chinois, on n'en veut pas, ou alors du chinois de bonne qualité. Donc on veut de la qualité, par contre on veut pas payer trop cher. Donc on veut le mix entre un produit qui va être très cher et de très bonne qualité et le produit de vraiment très, très, très mauvaise gamme.
Autre élément important, c'est la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation. Donc ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris, le côté narcissique. Je me mets en avant, on prend des photos, on fait des selfies. Les amis de mes amis sont mes amis, parfois mes ennemis, ça dépend. Tout ça, cette personnalisation, elle se traduit aussi en matière de e-commerce, où vous avez par exemple des boutiques qui vont ne plus vous vendre une paire de baskets, mais une paire de baskets que vous allez pouvoir personnaliser. Et là, du coup, c'est plus la paire de baskets que j'achète, c'est la personnalisation, entre guillemets, qui fera de moi, avec cette paire de baskets, quelqu'un qui sera super fier de porter telle marque. Cette personnalisation, elle va aussi, encore une fois chez Amazon, avec le fait de pouvoir m'abonner à mon service. Par exemple, j'achète du café, j'achète des cartouches d'encre. Les cartouches d'encre, avant d'être en rade, il n'y a rien de pire que de ne plus pouvoir imprimer, surtout quand on bosse. Et du coup, je m'abonne auprès de ce service-là pour faire en sorte que, avant même que je sois en manque, automatiquement, on va m'envoyer la cartouche qui va bien. Amazon l'a bien compris. Aujourd'hui, vous avez plein de produits que vous pouvez acheter de manière récurrente. On s'abonne en fait à un produit. C'est-à-dire que moi, c'est ça. Je m'abonne effectivement à mon café que je reçois tous les 2-3 mois. Je ne sais plus quelle fréquence j'ai indiqué. Et du coup, ça me garantit, entre guillemets, que je ne serai jamais en manque. C'est bizarre ce que tu viens de dire. Oui, ça dépend. Oui. La quête de sens. Sorry pour la madame. La quête de sens, on n'est pas là pour rien. La quête de sens. La quête de sens, c'est quoi? C'est en fait, là aussi, c'est quand j'achète un produit, quand je le consomme aujourd'hui, on fait beaucoup attention aux valeurs qui sont portées par la marque et par l'entreprise. Si je repense à mes baskets, aujourd'hui, quand j'achète des Veja, j'achète une paire de Veja, mais quelque part, je partage les valeurs de l'entreprise, les valeurs qui vont être durables, qui peuvent être humanistes, peu importe, on y met ce qu'on veut derrière, mais toutes ces valeurs-là, en tant que client, on va consommer effectivement ces valeurs et ça va nous parler. Cette quête de sens, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui communiquent dessus et qui s'en servent pour justement développer leur vente, voire même essayer de redorer leur blason. Si on pense à Apple, on achète entre guillemets un produit, mon téléphone, mon iPhone, mon Mac, mais au-delà du produit, c'est plutôt l'image que je vais avoir de... Une fois que j'aurai ce produit-là, je serai ici par rapport à la société qui est un peu plus basse si j'ai un téléphone Samsung, LG, désolé. Et c'est le même principe avec Amazon qui communique, je pense que vous avez tous vu les pubs à la télé où, ok, ça fait sourire, mais ils communiquent là aussi en montrant que ils font les choses bien, qu'ils sont humains, qu'ils sont super sympas, d'embaucher des managers qui vont être tout gentils, tout sourire dans les entrepôts, etc. On sait très bien que la réalité, elle est tout autre, mais ça n'empêche qu'ils communiquent sur ces valeurs humaines en mettant en avant, effectivement, leurs valeurs, tout simplement. Autre élément, la relation client. La relation client, on s'attend et on veut tous une relation de confiance avec une entreprise, avec une marque, une destination. Donc la relation client, en tant que destination touristique, elle passe souvent par le biais d'un chat, notamment, de pouvoir échanger, interagir en temps réel avec un expert de la destination. Si je repense à Amazon, encore, la relation client chez Amazon, je ne sais pas si vous y avez goûté, mais c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal. Moi, je suis bordelais. Je suis bordelais, on a Cdiscount qui est à la maison, entre guillemets. J'étais consommateur chez Cdiscount il y a 10 ans. Et puis il y a 10 ans, ils m'ont déçu 3-4 fois en termes de relation client, où c'était monstrueux. J'ai goûté à Amazon depuis, effectivement. Voilà, bref. Mais la relation client chez Amazon, c'est quoi? C'est déjà, je vends rien chez Amazon, promis. Même les abonnements, c'est pas moi qui les vends. Et je suis pas commissionné. Faut que je voie avec eux éventuellement. Non, la relation client chez Amazon, c'est quoi? C'est d'abord, on a 30 jours pour renvoyer le produit si on est déçu, quelle que soit la raison. Ça, vous allez me dire, c'est facile. Là où ils sont plus forts que les autres, c'est que le produit, si vous avez déchiré l'emballage, si vous n'avez plus l'emballage, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est vous renvoyer le produit. Une fois qu'ils ont reçu le produit, eux, ça les satisfait. Même si derrière, ils ne vont pas le revendre, ils s'en foutent. Ça pose d'autres questions, on est d'accord. Là où ils sont encore plus forts, c'est que le retour produit, il est gratuit. En tout cas, il est payé à partir du moment où vous achetez chez eux, etc. Certes. Voire il est payé par celui qui vend le produit, certes. Mais ça n'empêche que côté client, moi, je n'ai pas de frais de retour, de frais de port pour envoyer le produit. Là où ils sont encore plus forts, c'est qu'à partir du moment où j'ai posté mon colis à la poste, que le facteur va scanner mon colis, dans la foulée,
Amazon m'envoie un mail en disant « c'est bon, on vous a recrédité, on vous a remboursé », avant même qu'ils aient reçu mon produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai simplement engagé le « je renvoie mon produit », derrière, la plateforme me rembourse directement le produit. Ça, alors, ok, ils sont américains, et j'en suis vraiment navré, je suis le premier confus de les nourrir, entre guillemets, mais en termes de relations clients, ils ont tout compris. Ils ont vraiment tout compris, on a beaucoup à apprendre d'eux. C'est ce que je constate, effectivement. Le dernier facteur, est-ce que ça concerne Amazon ? Oui, il y a Amazon. On m'a dit ta carte blanche. Go. Ouais. La plateformisation. Plateformisation, c'est quoi? C'est le fait de mettre... Qui c'est? C'est ça. C'est Amazon qui appelle madame. Service client. La plateformisation, c'est le fait en fait de mettre à disposition une plateforme qui met en relation le client final et un vendeur. Donc effectivement, Amazon, par le biais de la marketplace, et il y a beaucoup qui mettent en place des marketplaces, permet effectivement à un petit commerçant, quel qu'il soit, de vendre ses produits chez Amazon. Je ne parle pas du coût, je ne parle pas de la commission, je ne parle pas de la logistique, parce qu'évidemment, il y a forcément des contraintes et des coûts qui sont associés à ça. L'autre exemple, c'est Etsy. Si vous aimez bien les bijoux, les artisans, Etsy, c'est une manière finalement de pousser ses produits, ses offres, de pouvoir les commercialiser et de pouvoir les vendre directement auprès de particuliers. L'idée là derrière, évidemment, en tant que commerçant, c'est que tout petit, j'ai du mal à exister et ça va être compliqué pour moi de pouvoir être visible et du coup vendre mes produits. À partir du moment où je suis visible sur une plateforme qui a du trafic et qui draine beaucoup de visiteurs et d'internautes, il y a des chances, ça ne veut pas dire que je vais vendre, mais il y a des chances pour que déjà mes produits soient vus et que derrière je puisse les vendre. Ok, donc en fait on est quand même plus attaché aux services aujourd'hui en tout cas qu'Amazon nous propose, a priori, ou d'autres, mais dans notre quotidien, effectivement, c'est ici, dans notre quotidien, effectivement, on est déjà très habitué à ne plus acheter certains produits et à consommer du service. Donc, on a quelques exemples sous les yeux avec l'abonnement à la suite Office 365. On n'achète plus sa voiture, on loue une voiture qui nous permet, on loue une voiture avec un service d'assurance, d'entretien, tout compris, ce qui nous permet de la changer tous les 3 ans. Donc, c'est top. Ça nous permet de satisfaire notre envie de nouveauté, d'être dans la tendance. On n'achète plus de films, on n'achète plus de vinyle quoique c'est de nouveau à la mode, mais on n'achète plus de CD, on va plutôt s'abonner à Deezer ou Spotify. De la même manière, on ne va plus avoir un contrat avec la caisse d'épargne au coin de la rue avec un conseiller, un guichet, mais on va plutôt aller chez Hello Bank ou chez Fortunéo et on va payer au consommé du service dont on a besoin. Et enfin, le panier paysan auquel on s'abonne toutes les semaines pour recevoir des produits de saison livrés à domicile ou livrés sur notre lieu de travail. Donc, on est déjà très consommateur de tous ces services. Et ce qui nous amène au volet technologique de la servicialisation de l'économie qui s'appuie sur un modèle que l'on appelle XaaS, Everything as a Service. Donc c'est un modèle économique qui est décliné dans tous les secteurs d'activité qu'on vient de voir. Quand il s'agit de software, c'est SaaS, software as a Service. Quand on est sur de l'infrastructure, on est plutôt sur IaaS. Donc c'est infrastructure, je vais pas y arriver, as a Service. Donc ça, on le vit quand tout simplement vous louez les services informatiques. Vous n'achetez plus forcément du matériel informatique au sein de vos bureaux, mais vous louez du matériel. Et puis pour les banques, comme on l'a vu, c'est BaaS, Banking as a Service. À ne pas confondre avec Badass. Ça, c'est touchy, ça. Alors, dans le secteur qui nous intéresse plus particulièrement, qui est le e-tourisme. Alors, les constats que l'on fait depuis notre fenêtre chez Iris Interactive. Alors, ce constat-là, on le fait
Simplement parce qu'aujourd'hui on travaille avec un peu plus de 180 destinations touristiques partout en France, aussi bien sur des destinations de montagne, de campagne, de littoral. On sort à peu près 2 à 3 sites par mois. De cette expérience, de cette expertise-là, ça va s'arrêter. On ne va pas aller jusqu'aux 200. On peut néanmoins, et on arrive néanmoins à sortir quelques constats qui vont être parlants pour vous et qui posent de notre point de vue question. Alors, on l'a dit, c'est la durée de vie, 5 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un site. Parfois, c'est beaucoup plus que ça. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, on en a parlé. 30 000 € hors taxe, c'est le budget moyen d'investissement et de fonctionnement que vous dépensez sur ces 5 années en moyenne. Pour certaines destinations, c'est beaucoup plus, mais c'est une moyenne. Une moyenne. Pardon ? C'est une moyenne. Ah, on a eu un problème. Alors là, c'est un emoji d'une personne qui pleure. Voilà. Donc, l'emoji de la personne qui pleure, c'est en fait, c'est vous quand on vous annonce que votre collectivité baisse de 10%, 20% votre budget de fonctionnement, qu'il va falloir trouver des alternatives et qu'il va falloir faire des choix dans vos investissements. Ou qu'au mieux, votre subvention sera tout simplement gelée et sera constante. Alors là, 95%. Là, on va parler de... Ouais, là, ça pique un peu plus parce que 95%, ce sont les besoins fonctionnels qui sont décrits dans vos cahiers des charges et qui sont tous les mêmes. Tous. On a le regret de vous dire ça. Ils sont tous les mêmes. Et les 5% qui restent correspondent à un choix de SIT différent, à une solution de commercialisation qui est différente ou à une solution de GRC qu'il faut qu'on interface. Mais sinon, sur tout le reste, vous avez tous les mêmes besoins. Mais c'est normal, hein, c'est pas un drame, hein, et c'est pas honteux, c'est normal. Mais c'est un constat qu'il faut acter. 98% des sites sont sous WordPress. Voilà, donc WordPress, c'est un site sur 2 dans le monde à peu près. À peu près 40%. Ouais. Donc nous, c'est un CMS qu'on a choisi d'intégrer en 2013 au sein du e-tourisme. Je me souviens, le premier salon qu'on avait fait, c'était un congrès Happy Day à Aix-les-Bains. Quand on est arrivé avec WordPress, on nous regardait avec des grands yeux en disant non mais jamais vous allez réussir à sortir des sites de destination sous WordPress. Si, aujourd'hui c'est devenu un standard et je crois que d'ailleurs les confrères qui sont aujourd'hui dans la salle travaillent aussi sous WordPress parce que c'est simple, c'est efficace, c'est intuitif et c'est facile à prendre en main. Et surtout, c'est bénéficie d'une grande communauté. Ici, une courbe dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la courbe, je dirais, de... le cycle de vie. Le cycle de vie, pardon, oui, d'un site internet. C'est-à-dire que les 2 premières années, on le lance, il monte en termes de fréquentation, de performance, de visibilité. On est vraiment au top pendant les 2 premières années. Et puis finalement, à partir de la 3e, 4e, 5e année, on gère tout doucement finalement l'obsolescence programmée du site, tout simplement parce que parfois vous manquez de moyens, de moyens budgétaires, on l'a vu tout à l'heure, pour intégrer, modifier ou intégrer des modifications dues à des services tiers, pour intégrer un nouveau device parce qu'il y a un nouveau support, un nouveau matériel qui est sorti, etc. Donc on gère pendant les 3 dernières années tout doucement l'obsolescence programmée du site. Et c'est là qu'on commence à observer ses voisins et à les envier. Ouais, c'est vrai. 99% des sites web aujourd'hui ne bénéficient pas d'hébergement green. Et vous en avez tous envie. Sauf que ça coûte un petit peu cher. Un peu plus. Un peu plus cher. Alors, là, on voulait aussi pointer du doigt le temps que vous demande la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie autour d'un site de destination. On commence par 6 mois.
6 mois, vous allez vous réunir en interne. Vous allez réfléchir, dire là, maintenant, il faut que le site, on le refonde. Hein, ça ne va plus du tout. OK, on fait des réunions. Qu'est-ce qu'on veut faire? On définit la stratégie. On commence à écrire cahier des charges. On fait des allers-retours correctifs. On prépare le marché public. On lance la consultation. On analyse les offres. On fait une audition. On choisit le prestataire. Tout ça, ça prend 6 mois. Évidemment, s'il y en a qui n'ont pas de stratégie, ça va plus vite. Hein. 2-3 mois. C'est gonflé quand même. Hein. Je te signale que... Ce sont tous des clients. 4 mois. Pour ceux qui sont à la télé. Ouais, ok. 4 mois, c'est le temps qu'il nous faut en moyenne pour développer le site. Donc ça, c'est plutôt de notre côté. Mais vous commencez déjà à investir ce temps-là pour rédiger les contenus et investir la stratégie éditoriale. 3 mois, c'est le temps qu'il va vous falloir, une fois qu'on vous a livré la pré-prod, pour intégrer les contenus. Et là, ce temps, il est très flexible. On en parlait encore hier avec certains confrères. Ça prend énormément de temps et c'est bien souvent parfois là où le projet commence à glisser. Donc, en gros, c'est plus d'1 an d'investissement que vous remettez en jeu tous les 5 ans. Et si on regarde en matière d'investissement homme, si on prend une personne qui pilote le projet chez vous pendant 8 mois, on n'a pas pris les 12 mois, on a pris 8 mois temps complet, c'est 20 500 € chargés que vous mettez en jeu sur l'investissement de 30 000 € qu'on a vu précédemment. Donc le site commence à devenir cher. Et 100%, c'est 100% de nos clients qui ont besoin d'avoir une relation de confiance avec leur agence web et sur le long terme. La question là derrière, c'est en gros, est-ce que cette stratégie, ça a encore du sens aujourd'hui, en 2021, voire en 2022, de dépenser autant de temps, d'énergie? Vous avez vu tout ce qu'on a pu dire, et on aurait pu encore étayer les propos. En gros, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore raisonnable, au final, de pouvoir faire ça systématiquement tous les 5 ans? En tout cas, pour nous, ça n'a plus de sens. Et ça fait quelques mois, même plusieurs mois qu'on y réfléchit, puisqu'on a investi le sujet. Mais en tout cas, pour nous, en tant qu'agence, chez nous, pour nos développeurs, pour nos chargés de projet, pour nos consultants, aujourd'hui, pour nous, ça n'a plus de sens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus bosser avec vous, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus faire de site web, mais on veut le faire différemment et on veut vous accompagner différemment. C'est surtout ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez dépenser moins. Ce n'est pas le sujet. Vous allez certainement dépenser autant, mais vous n'allez pas dépenser de la même manière et sur les mêmes sujets. Puisqu'on l'a vu, il y a 95% des besoins fonctionnels et techniques que vous nous décrivez qui sont tous les mêmes. Voilà. Tu veux... Pas du tout. Non, c'est bon. Tu veux nous parler d'Amazon? Non. Et puis, oui, on parle de... Je reviens, je vois mes notes à la R&D. En fait... nous, chez Iris, mais j'imagine peut-être que chez certains confrères, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que quand on interface un SIT, on l'interface sur tous les sites. Quand vous voulez un module favori, on le met sur tous les sites. Quand vous avez besoin, quand un consultant a besoin de démarrer un projet et qu'on fait des spécifications, moi, je préfère que, par exemple, Sébastien, il arrête de décrire comment se fait une liste de résultats et que le module d'affinage, il est à gauche et que quand je clique sur tel critère, ça fait tel résultat. Et qu'on fasse 3 réunions pour savoir si le bouton de réservation, est-ce qu'on le met au-dessus du téléphone, en dessous, à côté, à droite ou à gauche? En fait, bleu, vert ou gris? Nous, c'est notre métier en tout cas. On sait où il faut le mettre. Mais il faut avoir confiance en nous pour ça. Si on vous fait des recommandations, si on vous fait des préconisations, si on investit en R&D et qu'on sort de nouveaux templates, c'est pas pour vous emmener dans un mur. Votre vitrine, c'est notre vitrine. Vous êtes une référence pour nous. Et si on a envie de continuer à travailler, il va falloir quand même qu'on sorte les plus beaux sites, les plus valorisants et stratégiquement les plus efficaces. Voilà, donc on a besoin d'investir en R&D, on n'a plus besoin, on a moins besoin d'investir sur des sujets qui n'ont pas forcément de plus-value aujourd'hui, de notre point de vue. Alors, quelles sont les perspectives dans le digital? Alors, il y a, vous connaissez ces exemples, ce sont des exemples dans le digital, Wix, Jimdo ou Shopify, qui ont investi le domaine de la servicialisation.
Voilà. Est-ce que tu veux compléter, parce que je vois que on est déjà à 45 minutes. Juste en quelques mots, l'idée effectivement de ces services-là, c'est d'avoir en fait un service tout inclus sur lequel, en gros, je me pose pas de questions. Je m'abonne au service. Derrière, moyennant un pack premium, light, peu importe, il y a différents niveaux de services, donc différentes fonctionnalités qui seront ouvertes en fonction de l'abonnement que je vais payer. Derrière, en fait, on me garantit que fonctionnellement, j'ai tout qui va rouler, qui sera à jour, on va me pousser des nouveautés dès qu'il y en aura, et ça inclut tout, y compris l'hébergement, parfois le nom de domaine, parfois un email qui est lié au contact, etc. etc. Donc on est vraiment là-dessus, hein. C'est, quand on regarde le monde du digital, cette servicialisation, elle existe effectivement depuis de nombreuses années, clairement. Exactement, donc là on est vraiment sur des dispositifs en évolution continue, avec un modèle économique sous forme d'abonnement. Et ça marche, c'est valorisant, ça transforme, c'est efficace et c'est beau. Et il y a un côté rassurant côté client, c'est que si je suis déçu, charge-moi d'annuler l'abonnement, entre guillemets, de le résilier. Alors il peut y avoir une durée d'engagement, ça dépend après le modèle, mais il y a aussi ce côté-là, j'investis moins dès le départ, par contre je vais payer plutôt sur la durée, et quand j'en ai plus besoin, je l'arrête, le service, tout simplement. Alors ça ne va pas vous surprendre du coup que chez Iris, avec toute cette démonstration, on ait choisi plutôt qu'on ait choisi de s'impliquer dans une stratégie WAS, Website as a Service, où aujourd'hui on préfère proposer des interfaces, des templates, des modules fonctionnels adaptés au terrain, adapté à vos stratégies, impliquant de la R&D chez nous, impliquant l'ensemble, je dirais, des experts chez nous pour vous proposer le must de ce qu'il peut y avoir et d'investir régulièrement, 1 fois, 2 fois par an, des montées de versions de templates, des nouvelles fonctionnalités et de vous les mettre à disposition pour que vous puissiez les activer, désactiver, switcher de template de manière simple et efficace pour faire évoluer en permanence vos dispositifs. Alors, on est toujours sous WordPress, hein, ça ne change pas. On est toujours avec un interfaçage de SIT. On pourra toujours intégrer vos solutions de commercialisation de GRC. Vous aurez toujours une page d'accueil personnalisée. Ça ne changera pas. Sauf que vous allez pouvoir bénéficier en continu d'évolution qui potentiellement vous permettront d'arrêter, de refaire tapis tous les 5 ans, peut-être sur le lifting ou la refonte de la page d'accueil éventuellement, mais de refaire tapis tous les 5 ans pour tout remettre à la poubelle et tout recommencer. Ça, voilà, c'est une stratégie dans laquelle on souhaite s'impliquer parce qu'elle a du sens pour nous, parce qu'on aime investir en R&D plutôt que de faire des tableaux Excel de spec, par exemple, et parce qu'on a plutôt envie de bosser avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner dans vos stratégies. Voilà, pour que nos consultants montent en puissance et deviennent d'experts sur d'autres sujets et qu'on puisse vous faire bénéficier de cette expertise-là et de cet accompagnement-là et que financièrement, vous puissiez aussi investir dans ce qui a de la plus-value pour vos sites internet. C'est pas le module favori qui a une plus-value sur votre site internet, c'est plutôt toute la stratégie d'éditorialisation que vous allez mettre en œuvre, c'est l'achat de médias, c'est des tests utilisateurs parce que vous avez des sites de destination, ils sont tous des sites e-commerce, hein, on le perd souvent de vue, hein. Donc il vaut mieux peut-être investir ce temps pour performer et pour transformer davantage dans le parcours utilisateur. On a fini ? Oui. 50 minutes. Il nous reste 10 minutes si vous avez quelques questions. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette stratégie aujourd'hui, comment on va travailler aux côtés des destinations et que vous puissiez voir en live un exemple de site que l'on a développé sous ce format-là. La Drôme provençale s'est prêtée gentiment au jeu et on pourra vous présenter un site bac à sable pour qu'on puisse vous présenter cela. Mais voilà, on reste à votre disposition.
Merci. David, Visite Beauvais. Donc merci pour la présentation. Je me suis reconnu en tout cas dans ce que je souhaite faire pour mon site. Donc malheureusement, après 6 mois de marché public, on n'aura pas le plaisir de travailler avec vous. Mais en fait, je voudrais revenir sur la partie finalement agence que vous avez quand même sauvegardée de ses responsabilités, dans le sens où j'imagine bien qu'une agence ne souhaite pas faire une obsolescence programmée de nos sites internet, mais moi j'ai constaté avec la précédente agence qu'il y avait quand même un défaut de suivi, de propositions pour faire évoluer ce site. Il y a un gros travail qui est fourni par l'agence au début pour le mettre en œuvre, pour le lancer. Et puis après, c'est finalement on passe au client suivant et puis le site il vit de lui-même. Et puis après, tout le monde se réveille 5 ans après pour dire il faut recommencer. Donc c'est aussi comment l'agence, sans forcément proposer systématiquement des innovations, mais nous propose un bilan peut-être annuel sur voilà comment va votre site, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire évoluer. Donc en tout cas avec l'agence avec qui on va travailler, j'espère bien avoir ce service, puisque c'était une demande prépondérante de ma part, parce que j'ai pas envie de me taper un site tous les 5 ans. Je comprends. Alors j'espère que l'agence pourra répondre à vos attentes, mais en fait, nous, on fait le même constat aussi, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. On n'arrive pas à faire de manière, entre guillemets, de manière correcte ce travail-là. C'est parce que, par exemple, que ce soit Magda ou Sébastien, quand ils sont dans la phase de démarrage du projet, où ça demande énormément d'énergie sur des sujets d'ailleurs qui n'ont pas forcément de plus-value, mais qui prennent un temps assez conséquent, le temps qu'ils consacrent à ce temps-là, on parlait des spécifications tout à l'heure, ils ne le consacrent pas à vous appeler pour dire comment vas-tu ? Comment ça va ? Tu en es où au niveau de ta stratégie ? Est-ce que Magda avance correctement sur ses contenus ? Est-ce que, tiens, on vient de sortir un nouveau template, tu l'as vu, il est disponible ? Est-ce que, voilà. Ce temps-là, on essaye de le prendre, mais on le fait pas correctement parce que on est sur d'autres sujets. C'est pas qu'on vous abandonne, on n'a pas envie de vous abandonner, parce que c'est plaisant aussi de travailler sur le long terme. On doit travailler pendant 5 ans et en plus vous retenez une appréciation négative de votre agence. Donc vous n'avez pas renouvelé votre confiance peut-être auprès de cette agence-là parce que vous avez été déçu. On se tire pas des balles dans le pied, hein. C'est que malheureusement, parfois, on n'arrive pas à dégager ce temps-là parce que stratégiquement, on ne fait pas forcément les bons choix. Mais c'est effectivement. Oui. C'est effectivement un constat qu'on a fait et du coup une solution qu'on veut apporter. En tout cas, une réponse. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, ouais. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, c'est pour passer plus de temps à être présent à vos côtés. Et puis c'est vachement plus plaisant, hein. C'est clair. Une autre question ? Ou des observations, ou qu'est-ce que vous en pensez ? Jean-Marc. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Ça donne envie d'intervenir, hein, évidemment. Ah oui, je comprends. Hein. Donc Jean-Marc, Raccourci Agency. Je trouve ce concept intéressant. Et évidemment, la plupart des agences le pratiquent déjà. Et pour autant, ce sont les entreprises qui ont le modèle SaaS le plus efficace, qui gagnent le plus d'argent. Je crois qu'Amazon est quand même assez bénéficiaire. Et donc ça peut vous inquiéter aussi de partir dans une formule d'abonnement parce que vous vous dites « oh là 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 là, on va bien se faire entuber et en plus on sera dépendant du système ». Donc du coup, il y a quand même des avantages et des inconvénients à cette approche, même si tout ce qui vient d'être présenté est effectivement extrêmement pertinent. Et je crois que nous sommes aussi dans cette approche d'un schéma qui vise quand même globalement à vous fournir le meilleur rapport qualité-prix. Donc du coup, quel est le rapport qualité-prix qui est le meilleur quand on offre un service qui évolue, sur lequel on nous fait souvent les critiques de faire des sites qui présentent aussi les mêmes fonctionnalités, puisque tout à l'heure, Frédéric t'a quand même indiqué qu'il y avait 95% des fonctionnalités qui étaient identiques. Donc il y a du très bon dans tout ça, bravo, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Juste aussi une petite remarque pour finir, c'est que, et souvent d'ailleurs, quand on a souvent été en concurrence, et on le sera encore pas mal de fois, on nous disait souvent que nos prix de fonctionnement étaient élevés. Et quelquefois, on a perdu des marchés face à Iris parce qu'on était cher en fonctionnement à l'année. Peut-être c'était parce qu'on avait aussi anticipé qu'on était déjà en mode WAS.
Je vous remercie. Mais j'attends vos réactions. Merci Jean-Marc. Pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Marc, je pense qu'il y a aussi, là on se met à nu entre guillemets, mais il y a aussi une vraie part une prise de risque pour Iris, pour nous en tout cas, parce que mine de rien, quand on vend un site internet ou quand on le vend à la location, quand on le vend sur un investissement, on est sûr entre guillemets d'avoir l'argent sonnant trébuchant qui va arriver sur le compte chez Iris au bout des 3-6 mois de collaboration. En gros, une fois que le site est en ligne, le site il est payé. Demain, sur un abonnement, l'abonnement il va courir sur du long terme entre guillemets, ce qui fait que l'argent en termes de trésor, ça va être un peu plus compliqué en interne de gérer tout ça. Donc c'est une autre stratégie évidemment qui vous dépasse, qui nous concerne en interne, mais voilà, il y a aussi cette part de risque qui est prise par l'agence. Au niveau de la facturation, ça va se présenter comment? Vous allez bien dissocier ce qui va être de la maintenance, qui est finalement de l'assistance technique, de cette partie abonnement qui permet de l'évolution, ou ça va être un package qui intègre... C'est un package. En fait, on va avoir... on a deux modèles économiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup du modèle abonnement, parce que c'est un modèle... plus disruptif et que en termes d'intégration dans des budgets pour certaines destinations, ça sera plus facile d'intégrer l'investissement dans des coûts de fonctionnement. Donc l'abonnement, c'est un abonnement mensuel qui intègre le site, la conception du site, l'hébergement, la formation, l'évolution continue. Les montées de version, les nouveaux templates, etc. Et qui inclut la maintenance, effectivement. Après, le deuxième modèle économique restera sur une forme d'investissement aussi, parce que vous avez des contraintes de collectivité, de marché public, aujourd'hui qui ne sont pas adaptées à ces formats-là. Donc on pourra aussi passer sous forme d'investissement, mais comme le disait Jean-Marc, vous aurez des coûts de fonctionnement annuels qui seront un peu plus élevés. Mais ça intègre la totalité. D'autres questions? Vous vouliez intervenir tout à l'heure? C'est bon? D'accord. Ok. Merci à tous. Merci beaucoup de votre attention. C'est sympa, merci.